Bonjour Julien Aubert, donc vous êtes député Les Républicains de la 5e circonscription du Vaucluse, président du mouvement politique Oser la France, créé en 2017. Alors vous avez publié le 3 novembre un post sur Facebook intitulé La Zédomania. Vous y évoquez un certain nombre de points concernant Éric Zemmour et vous proposez une analyse du phénomène. Alors, vous évoquez, dans un premier temps, vous évoquez les foudres de ceux qui diabolisent ou canonisent Éric Zemmour. Vous parlez de fidèles d'Éric Zemmour et de nouveaux messies. Alors, au fond, est-ce que Éric Zemmour n'est pas, quelque part, ce qui manque aujourd'hui, peut-être, chez les Républicains, à savoir un petit peu l'homme providentiel, quoi qu'on puisse penser de lui? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Éric Zemmour amène ce que les Républicains n'ont pas encore, ou pas du tout, on verra, de la fraîcheur, la transgression, le souffle transgressif du politique, la capacité à faire bouger les lignes, un visage nouveau. Donc de ce point de vue-là, je dirais, c'est pas d'ailleurs ça que je conteste dans cette tribune, c'est plutôt le fait que il devient irrationnel, ça devient difficile d'en parler, parce que quand vous voyez la phrase que je viens de donner, immédiatement quelqu'un qui n'aime pas Éric Zemmour va dire « Ah non, mais c'est faux, Zemmour n'est pas comme si, on ne peut pas dire du bien d'Éric Zemmour ». Et si dans quelques minutes, je me hasarde à faire une critique, j'aurai également une autre partie de l'opinion qui dira « Ah non, non, on ne peut pas critiquer notre idole ». Et ça, c'est plus inconfortable parce que la politique, c'est pas, si vous voulez, de la religion. On n'est pas là sur des dogmes divins. Alors, vous interrogez aussi sur, je cite vos propos, hein, ce ravissement mauvais qui semble exciter certains zémouristes lorsqu'ils parlent de tuer LR. Vous trouvez curieux de vouloir démolir ceux que l'on prétend épouser. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque part dans le phénomène Éric Zemmour l'expression de la revanche d'une partie de ces électeurs de droite ou de ces militants de droite qui se sont peut-être estimés un peu trahis par la droite républicaine depuis 40 ans? Je pense notamment à tout ce qui est mouvement séguéniste, Henri Guénaud, gaulliste, que vous représentez également aussi, qui, quelque part, n'ont pas pu forcément tant s'exprimer que ça dans la droite au pouvoir. Par exemple, un Henri Guénaud, aujourd'hui, il n'est pas très zémouriste. Donc, preuve que l'analyse est plus complexe que ça. Donc oui, il y a, si vous voulez, un ressenti par rapport à une fraction de la droite qui s'estime non représentée par les Républicains. Et ça, je le comprends bien, puisque je vis moi-même l'expérience de la minorité, parfois intellectuelle, politique, au sein d'un parti qui n'a finalement d'âme que ce qu'on veut bien lui insuffler. Demain, si j'étais président des Républicains, sans doute que le langage serait assez différent de ce qu'on entend aujourd'hui. Maintenant, au-delà, je dirais, de savoir avec qui il faut s'unir, avec qui il faut cohabiter, est-ce qu'il faut un parti plus étroit, mais idéologiquement pur, ou un parti très large, mais qui brasse, enfin qui permet arithmétiquement peut-être de mieux gagner les élections, je dirais là, ce qui me frappe, c'est que finalement, certains électeurs de droite n'ont pas tranché. Est-ce que l'objectif d'une élection présidentielle, c'est de se venger du reste de la droite ? Ou est-ce qu'une élection présidentielle, c'est porter nos idées ou quelqu'un qui est le plus proche de nos idées au pouvoir? Si l'idée, c'est de gagner, ça n'est certainement pas en disant les Républicains, venez soutenir Éric Zemmour, et puis, si vous ne le faites pas, on va vous tuer, et après, on a malin plaisir à voir le parti mourir. Ça me fait toujours penser, si vous voulez, à l'amoureux éconduit, qui couvre de fleurs la femme qu'il aime, en disant qu'elle est la plus belle, qu'il voudrait absolument s'unir. Ce sont tous les turiféraires de l'Union des droites. Et au moment où elle lui dit « Non, désolé, tu n'es pas mon genre », là, il devient extrêmement ordurier en lui disant des mots que je ne peux pas répéter sur ce plateau. Et donc, on se dit « Mais l'aimait-il vraiment ?» Vous voyez? Et c'est toujours le problème de ceux qui veulent l'Union des droites. Des fois, vous avez, je dirais, le même amour que peut avoir l'amante femelle pour son mari. Et quand Éric Zemmour reprend, je crois, si je ne me trompe pas, les mots de Charles Pasqua en disant que la droite, traditionnellement, le RPR amenait les élus, les centristes amenaient les idées au pouvoir, est-ce que c'est quelque chose qui vous souscrivez à cette thèse ou pas? Oui, je crois que dans le mariage en fait du RPR et de l'UDF a amené des élus, le RPR a amené des militants. Mais contrairement à ce que dit Éric Zemmour, les militants, ils sont toujours là. Les militants du RPR, les vrais. Ceux qui ont connu les batailles. Et ils ne sont pas comme parfois le décrit Éric Zemmour. Un militant du RPR, il a aussi vibré à Jacques Chirac, que pourtant Éric Zemmour déteste.
il a vibré pour Nicolas Sarkozy, que pourtant Éric Zemmour déteste, ou en tout cas critique fortement. Donc c'est plus complexe que ça. Après, ce qui est vrai, c'est qu'en fusionnant, eh bien, on a attiédi le discours. Et donc, on a soit des fois des choses qui ne sont pas cohérentes, soit une tendance, au moins pendant les 10 premières années, eh bien, d'essayer d'être une espèce de centre-droit libéral. Maintenant, je crois que si on est juste, on constatera que les Républicains, et je le dis parce que j'ai beaucoup œuvré en interne pour ça, on commence à reparler de souveraineté, commence à reparler d'identité, de civilisation, et que on ne peut pas nous mettre dans une seule boîte. Vous avez des gens comme Bruno Retailleau, et puis de l'autre, vous aviez des gens comme Nathalie Kosciusko-Morizet. Je dirais ça n'a pas le mérite de la grande homogénéité, mais ce côté union des droites et du centre, parce que c'est ça, était assumé dès le départ, même si moi je l'ai combattu, parce que j'étais contre la création de l'UMP. Alors, est-ce qu'il y a pas aussi, pour expliquer la percée d'Éric Zemmour, est-ce qu'on ne peut pas aussi évoquer finalement l'histoire? C'est-à-dire que Nicolas l'avait fait en 2007 avec notamment La Plume d'Henri Guénaud. Emmanuel Macron a aussi assez souvent évoqué le roman national, a fait multiplier les déplacements dans l'entre-deux tours en 2017. Est-ce que finalement, la droite n'arrive pas à se saisir de l'histoire pour bâtir son propre roman national? Je pense que la droite, aujourd'hui, enfin le Parti des Républicains, parfois, certains de ses dirigeants gèrent ceci comme une rente électorale en prenant peu de risques. On ne fait pas d'investissement risqué. Donc on investit là où on avait déjà investi et ça avait fonctionné, rappelez-vous. Donc la valeur travail, donc une manière de gérer comptablement, budgétairement, le budget de l'État, voilà, le sérieux budgétaire. Et on ne défriche pas trop les nouvelles idées. Ça correspond aussi à un vieillissement de la base, qui est peut-être plus frileuse. Et donc, il y a eu une révolution intellectuelle qui s'est passée après l'élection d'Emmanuel Macron, en réaction à Emmanuel Macron. Une forme de droite hors les murs, mais aussi une droite intellectuelle et parfois une gauche, parce que Michel Onfray vient de la gauche et le grand apport d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir montré que entre la gauche de Michel Onfray et la droite d'un Henri Guénaud, il n'y a pas de grande différence. Et que peut-être qu'il y a là, je dirais, un nouveau paradigme politique. Ça, les Républicains, ils sont restés relativement étrangers. Peut-être parce que c'était porté par des intellectuels, peut-être parce que l'époque est à la communication et donc le politique a moins de temps pour réfléchir, peut-être aussi par peur du politiquement correct. Pas tous les Républicains, mais une partie. Et donc, du coup, eh bien, Éric Zemmour est peut-être la manifestation tangible de cette soif de radicalité, dans le sens où on veut un projet, et c'est en tout cas ce que j'ai toujours porté, un projet très différent de celui d'Emmanuel Macron. Et notamment la question de la fameuse dialectique, de savoir si on est toujours dans un duel droite-gauche ou dans un duel patriote contre alors mondialiste, etc. Là, les Républicains ont été bâtis, pensés, conçus dans le cadre d'un débat droite-gauche. Donc pour tous ceux qui l'ont porté sur les fonds baptismaux, leur logique, c'est d'essayer de retrouver ce clivage. Éric Zemmour réfléchit avec un autre clivage, en balayant totalement, tout en ayant d'ailleurs des positions quand même très à droite, qui à mon avis font peur à la gauche. Moi, je crois qu'en réalité, les deux clivages se superposent. Voilà. Et je crois que suivant les débats, eh bien, on peut être d'accord avec la gauche, une certaine gauche, et puis sur d'autres, on va être d'accord avec plutôt des gens de droite. Voilà. Donc, c'est ça qui donne, je dirais, toute sa flexibilité, toute sa fluidité au jeu politique. Et l'histoire, alors je reviens un petit peu sur ma question, je n'ai peut-être pas été assez, à mon avis, assez explicite, mais l'évocation des grandes figures historiques, ce que j'ai appelé tout à l'heure le roman national, finalement, qui est quelque chose qu'utilise beaucoup Éric Zemmour. Il parle énormément d'histoire, après on est d'accord ou pas avec ses analyses, on va en reparler juste après. Mais ça, c'est quelque chose, on voit assez peu finalement les candidats à la primaire en parler. On a beaucoup d'évocations du gaullisme, mais on a l'impression aussi que le gaullisme, c'est devenu une sorte de marque obligatoire avec un pèlerinage annuel, un petit peu vidé de sa substance. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les Républicains se réapproprient un petit peu leur histoire, cette histoire? Parce que l'histoire, c'est la nation, et que la droite, à un moment donné, a pensé divorcer de la nation. Une génération, au moment où s'est effondré le mur de Berlin, au moment où la mondialisation, dans les années 2000,
s'est mise en place, toute cette génération politique, de droite mais aussi de gauche, a commencé à se dire, finalement, la nation, c'est le passé, c'est les guerres, c'est l'avenir, c'est l'économie. Et donc l'homme politique des années 2000, c'est un homme politique qui comprend le monde économique tel qu'il est et qui explique à ses concitoyens, il va falloir s'adapter. Et on n'en est plus à Napoléon, on n'en est plus à Jeanne d'Arc, l'époque a changé. Donc je crois que sur cette génération, c'est compliqué parce que Emmanuel Macron est le point d'aboutissement de cette logique, où finalement le politique, et donc le cadre national, qui est le cadre dans lequel s'exerce le politique, a moins d'importance. Emmanuel Macron, lorsqu'il est élu, c'est le prophète qui dit qu'il va falloir s'adapter à la mondialisation. C'est la victoire des élites économiques qui portent au pinacle quelqu'un qui porte leurs intérêts. Et donc Éric Zemmour, parce que c'est ça la politique, c'est que, je dirais, se produit toujours une antithèse. L'antithèse de Nicolas Sarkozy, c'était François Hollande. Quelle est l'antithèse d'un Emmanuel Macron ? Aujourd'hui, vous en avez quelques-uns qui peuvent prétendre à ce titre. Vous avez Éric Zemmour, c'est l'antithèse sur le fond, c'est-à-dire le retour à l'histoire, à la nation, au primat du politique sur l'économie. Michel Barnier, à sa manière, est aussi un opposé sur la forme. Macron, c'est l'homme qui divise. Barnier, c'est l'homme du consensus. Macron, c'est le nouveau monde, jeune. Barnier, c'est l'ancien monde. Voilà, c'est l'époque chiracienne, c'est la politique telle qu'on la faisait dans les années 90. Et il peut y avoir une volonté des Français de dire « Oh là là, ce nouveau monde, on l'a trop testé ». Éric Zemmour, lui, n'est pas dans le rassemblement, pour le coup. Il reprend la grille d'Emmanuel Macron pour la tourner à son avantage en disant « Tu as voulu cliver en parlant à la bourgeoisie internationale, aux jeunes, aux start-up, et en disant aux classes populaires, aux gilets jaunes, à la bourgeoisie patriote, entre guillemets, moi, je ne vais pas vous servir la soupe, eh bien moi, je pense qu'elle est majoritaire, je vais l'unifier et je vais gagner. C'est d'ailleurs un point que je donne dans la tribune, c'est que je crois que l'enjeu d'un président de la République, ça n'est pas justement de parler à des catégories, mais bel et bien de proposer un projet national. Moi, mon souhait, c'est que l'alternance de 2022, ce ne soit pas, je dirais, les campagnes qui gagnent contre les villes, les vieux qui gagnent contre les jeunes, et les pauvres qui gagnent contre les riches. Parce que j'espère que les pauvres deviendront riches et parce que j'espère que les urbains un jour viendront vivre à la campagne et que ceux qui vivent à la campagne puissent demain venir étudier en ville. Et que le rôle d'un président de la République et d'un gouvernement, c'est de penser à un pays. Voilà. Et donc, c'est en cela, si vous voulez, que par rapport à votre question sur l'histoire, que je n'ai pas oublié, Éric Zemmour, effectivement, pioche dans, je dirais, l'histoire parce que c'est fondamentalement lié au concept de la nation. Mais la nation, on peut l'aborder par l'identité ou par la souveraineté. Et lui choisit plus volontiers l'identité. Alors, du coup, Éric Zemmour, est pas mal attaqué sur ses positions historiques. Je pense à Vichy, bien évidemment, l'Algérie, ou alors d'autres positions qu'il a par ailleurs, qui ne sont pas forcément liées à la grande histoire, mais on pense notamment au Bataclan et à ses critiques sur l'ancien président de la République, François Hollande. Mais quand on attaque Éric Zemmour sur ces aspects-là, c'est le cas notamment dans la primaire des débats, il y a eu, je pense à Xavier Bertrand notamment, est-ce qu'il n'y a pas le sentiment un petit peu de faire le jeu d'Éric Zemmour qui fait une campagne à la Trump, à la française, on va dire, faite de nombreuses polémiques? Est-ce que le fait de se réagir systématiquement ne lui rend pas plutôt... ne joue pas plutôt sa partition plutôt que lui dessert? Je crois que tout le monde est prisonnier dans cette affaire-là. Je ne suis pas certain qu'Éric Zemmour, à la base, souhaitait faire une campagne sur des polémiques. Je crois qu'il a une volonté de faire une campagne sur le fond. Et que ses adversaires, ses détracteurs, viennent chercher dans son histoire de polémiste des propos qu'il aurait pu tenir lorsqu'il n'était pas candidat pour essayer de l'affaiblir en disant « Regardez comment cet homme est dangereux ». Il y a une part, je dirais, de fond. C'est vrai que, par exemple, sur ces propos sur Pétain, ils n'ont pas d'utilité pour un responsable politique. Pour un historien, pour un débat d'historien, ça peut être intéressant. Mais quel est l'objectif quand on dit quelque chose en politique? C'est pour avoir un impact. Quel est le message politique qu'on veut faire passer? Qu'il faut réhabiliter Pétain, c'est ce que lui prêtent ses détracteurs. Qu'il faut le remercier d'avoir sauvé des Juifs. Que Pétain n'était pas antisémite. Quel est l'objectif politique? Je ne pense pas qu'il y avait un objectif politique chez Zemmour. Il y avait la volonté de celui qui aime le détail
d'aller dans le détail pour transgresser, pour montrer que, eh bien, lui, il était capable aussi de passer le Rubicon sur des sujets aigus. Alors après, il l'utilise aussi parce que, du coup, cette faiblesse, le fait qu'on l'attaque sur ça, il a beau jeu de le récupérer pour montrer qu'il est transgressif. Mais je pense que lui, il perd, parce qu'on parle quand même, du coup, de quelques sujets, et ses adversaires, je crois, n'y gagnent pas non plus, parce que même si les Français sont effectivement, globalement, pas très heureux de ses propos, ceux qui sont vraiment fidèles disent, bon, d'accord, mais à côté de ces points, il y a des choses plus importantes. La question qu'effectivement on doit mettre au centre, c'est pas les propos qu'il a pu tenir il y a quelques années, c'est pas l'histoire selon Éric Zemmour. La question, c'est de savoir quel est son projet politique pour le futur. Et l'un des inconvénients, effectivement, de la candidature d'Éric Zemmour, c'est qu'on parle d'événements qui ont eu lieu il y a 50 ans. Très honnêtement. Si c'était pas aussi grave et dramatique dans notre histoire, je vous dirais, à la limite, on s'en fiche. On a tellement de problèmes du présent. Celui qui aujourd'hui a le prix du pain qui augmente, le prix de l'énergie qui augmente. Qu'est-ce que ça change à sa vie qu'on débat de l'Inquisition espagnole ou, je dirais, ou du rôle de Pétain pendant la guerre? Il y a une forme d'obsession à tourner en rond, si vous voulez, avec... la France fait une forme de psychanalyse à ciel ouvert depuis plusieurs années sur son histoire, sur ses névroses, sur son et on tourne en rond. On tourne en rond parce que les principaux acteurs ne sont plus là, qu'on instrumentalise l'histoire, en essayant d'ailleurs de l'utiliser aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout la même histoire. D'accord. Alors, de par ces polémiques, pas mal de personnes, pas mal de mouvements politiques ou d'éditorialistes considèrent qu'Éric Zemmour fait partie de l'extrême droite. Alors sur l'extrême droite, vous dites, vous réfutez son argumentaire qui consiste à dire qu'il ne veut pas renverser la République, donc il ne serait pas d'extrême droite. Vous dites que ce n'est pas suffisant et que d'autres figures ne voulaient pas, historiques comme le général Boulanger, ne voulaient pas renverser la République, mais ont néanmoins été qualifiés à l'extrême droite. Quelle est, votre position par rapport à Éric Zemmour? Est-ce que vous considérez que c'est quelqu'un d'extrême droite ou non? Je pense qu'il communie aux deux espèces, comme on dirait à la messe. Et je vais m'expliquer sur ça. Mais d'abord, ce qu'il dit pour écarter son étiquette d'extrême droite, c'est de la rhétorique. Il donne une définition, et comme la réponse ne correspond pas à la définition, il dit donc je ne suis pas d'extrême droite. Mais c'est du syllogisme. Parce que même sans rentrer jusqu'au général Boulanger, on pourrait à la limite contester en disant que le général Boulanger voulait renverser la République. Mais Jean-Marie Le Pen, c'est un type d'extrême droite. Et on ne l'a pas classé d'extrême droite parce qu'il voulait renverser la République. On l'a classé d'extrême droite parce qu'il faisait des jeux de mots sur les camps de concentration et qu'il avait créé son parti politique, le Front National, avec les Waffen-SS. Bon, ça laissait quand même, je dirais, quelques indices assez forts. Bon. Ensuite, Éric Zemmour. Éric Zemmour, je rentre dans le détail, effectivement, est islamophobe. On pourrait le qualifier, mais c'est pas un délit d'être islamophobe. On a le droit de ne pas aimer la religion catholique, on a le droit d'avoir peur de la religion musulmane. Maintenant, soyons conscients que lorsqu'on s'attaque à l'islam, à 90%, je dirais, des cas, on s'attaque plutôt à une population soit étrangère, soit d'origine étrangère, enfin, des gens qui viennent plutôt du berceau arabo-musulman. Donc, il y a évidemment une dimension derrière ethnique. Or, le piège de l'extrême droite, c'est évidemment le racisme. Donc, il peut y avoir une accusation de racisme. Prenons par exemple le grand remplacement. Alors, il fait beaucoup de références au grand remplacement en disant qu'il assume cette idée. Le grand remplacement, moi, j'aime pas ce mot, mais je vais vous expliquer pourquoi très exactement il y a une ambiguïté. Et cette ambiguïté, elle est au cœur du zémourisme. Alors, je vais prendre quelques minutes quand même pour bien sous-peser tout ce que je dis. Quand vous dites le grand remplacement, vous prenez à témoin les citoyens en disant, vous voyez bien ce qui se passe. Ouvrez les yeux, vous voyez bien. Vous allez en Seine-Saint-Denis, vous allez dans telle ville, qu'est-ce que vous voyez? Les gens vous disent, on voit des gens noirs, des gens arabes, des étrangers, des gens qui ne sont pas blancs. C'est ça qu'on voit. Et donc le grand remplacement, c'est de dire, vous voyez bien qu'avant, sur la photo des années 50, on avait 40 petits blancs, et aujourd'hui, c'est l'équipe de France. Mais est-ce que c'est ça le fond du problème? Non. Le fond du problème, ce n'est pas un problème ethnique. Si c'est un problème ethnique, si c'est de dire il faut combattre le fait que les Français puissent être de couleurs différentes, alors on est dans le racisme. C'est de l'extrême droite. Non, le vrai problème, c'est le problème culturel derrière. C'est le fait qu'en important, je dirais, des cultures extérieures, vous arrivez dans une ville où il y a 80% de gens qui sont d'origine marocaine, algérienne, et du coup,
tout le monde se met au diapason du Maroc et de l'Algérie. On porte des voiles, voilà, on fait de la prière dans les rues, etc. Et c'est pas comme ça qu'on vit en France. Et donc, l'une des grandes faiblesses de la théorie du grand remplacement, c'est qu'elle appelle le citoyen à fonctionner sur une évidence visuelle, alors que le vrai problème ne se voit pas. Et pour bien le faire comprendre, je vais prendre une solution caricaturale. Si on me disait, vous avez le choix, voilà, vous n'avez que 2 avenirs pour la France. En 2050, la France est peuplée d'Africains. Ils sont tous noirs. Mais ils aiment Molière, ils protègent les œuvres culturelles, ils enseignent le français, ils parlent un français magnifique, ils enseignent les Gaulois, l'histoire de France, ils sont fiers de Napoléon, ils défendent leur culture. Et l'autre solution, c'est peuplé de blancs, mais par contre, c'est devenu un pays où on s'habille comme en Arabie Saoudite, avec des femmes voilées, grillagées, le Louvre est fermé, et plus personne n'enseigne Napoléon. Si vous avez vraiment le choix entre ces 2 futurs, lequel prenez-vous ? Eh bien moi, je choisis le premier, sans hésiter. Parce que le sujet n'est pas tant de garantir que la France reste un pays blanc, même si, je dirais, ne nous cachons pas, il y a évidemment, je dirais, au plan démographique, la civilisation européenne est majoritairement blanche. Ce n'est pas le problème. Mais ce qu'on cherche à préserver quand on est un républicain, c'est l'essence de l'identité de la nation, c'est-à-dire sa culture. Et le grand remplacement, tel qu'il est utilisé, fait un mélange et permet habilement, derrière le même mot, de rallier ceux qui sont inquiets de l'évolution multiculturelle de ce pays, d'authentiques républicains, et de l'autre côté, des gens avec les oreilles bien dégagées derrière la nuque, qui disent « ce pays, c'est pour les Blancs, et si toi tu viens de l'autre côté de la Méditerranée, tu ne peux pas t'intégrer, parce que tu n'as pas ta place chez nous, parce que c'est un pays qui est comme ça ». Et moi, je crois à l'assimilation républicaine, et je crois qu'il y a des gens qui sont venus d'autres pays et qui ont magnifiquement défendu ce pays. Louis de Funès était un Espagnol. Zinedine Zidane est un Algérien. Et c'est peut-être l'Algérien qui a fait le plus vibrer la France dans des matchs de football. Donc on ne peut pas singulariser ou limiter l'individu à sa couleur de peau. C'est très dangereux. C'est ce que je reproche aux wokistes qui essentialisent l'homme blanc. C'est pas pour aller défendre ensuite une théorie qui pourrait donner l'impression, je ne dis pas que c'est l'objectif de Zemmour, mais elle est suffisamment ambiguë. Et donc à la question, est-ce que Éric Zemmour est droite ou d'extrême droite, il faudrait lui poser la question, derrière, quand vous dites le grand remplacement, qu'est-ce qui vous gêne véritablement ? Voilà. Et s'ils vous disent ce qui me gêne véritablement, c'est que demain la France puisse être peuplée de gens du Maghreb ou d'Africains, eh bien c'est de l'extrême droite. Si vous pensez que le vrai problème c'est multiculturel, alors dans ce cas-là, vous êtes de droite. Alors, la question, elle peut se poser aussi, entre guillemets, dans votre camp politique, parce que Éric Ciotti reprend cette expression, on l'a vu dans les dernières primaires, de façon assez ouverte. Il est d'ailleurs très, très zémouriste compatible, il refuse d'ailleurs trop de l'attaquer, ce qui est moins le cas de ses concurrents. Vous avez également le cas de M. Mansour Kamardine, hein, le député de Mayotte, qui parle d'un grand remplacement à Mayotte. Donc, comment les qualifier, ces gens qui sont dans votre camp ? Alors, j'entends le côté culturel, parce que, on va dire, pour Mansour Kamardine, pour avoir échangé avec lui, oui, c'est le grand remplacement. Ce sont des Comoriens. Culturel. Vous savez, ce sont des Comoriens qui remplacent des Comoriens. Sauf que vous avez d'un côté des Comoriens qui sont restés en dehors de la France et qui viennent, je dirais, s'installer à Mayotte avec une autre culture. Donc, c'est un bon exemple que vous avez donné. Et Kamardine, c'est pas du tout le fait, il n'y a pas de sujet de couleur de peau là-dedans. Ensuite, oui, vous avez moi je ne parle pas pour mes collègues, certains utilisent le mot de grand remplacement. Mais oui, pourquoi je n'aime pas cette expression ? Parce que on peut désigner la même chose sans utiliser un mot dont on ne sait pas pourquoi il a été forgé. Quand vous utilisez un mot, vous le légitimez. Donc, le vrai sujet, c'est la libanisation de notre pays. C'est ça, pas la guerre civile, ça pourrait, mais c'est la libanisation. C'est que dans 2040, eh bien, vous ayez une France en peau de léopard avec un regroupement par culture, par ethnie, par mode de vie, et que ces tribus, entre guillemets, n'aient plus aucun lien les uns avec les autres. Et que du coup, il n'y ait plus de citoyens. C'est ça notre problème. Et donc, on peut très bien parler de démographie, on peut très bien parler d'immigration, sans dire le problème, c'est le grand remplacement. Parce que c'est aussi une attitude générale. Je n'aime pas les épouvantails. Quand les écologistes vous disent attention, oui, c'est encore 40 jours et Ninive sera détruite, on parle à la peur des gens.
Et la peur, elle empêche de raisonner. Alors que le français, il est généreux, le français. Fondamentalement, il a fait beaucoup d'efforts ces 30 dernières années. Simplement, il est très attaché à la justice, à l'égalité. Et il comprend aussi maintenant que la situation est devenue de plus en plus ingérable. Donc on peut très bien lucidement dire ceci, sans passer par des grandes théories ou par des grandes peurs qui viendraient dire aux gens, bon ben, il ne faut plus réfléchir, il n'y a plus qu'à se défendre. Parce que là, vous établissez des murs avec ceux, et surtout, vous mettez les gens dans des cases. Quand vous dites l'islam est incompatible, c'est un autre point dans la tribune, il dit l'islam est incompatible dans la République. Et puis, rhétorique, il dit non, mais je ne parle pas des musulmans. Alors, au plan intellectuel, tout ça est très beau. Mais au plan concret, s'il y a des catholiques qui nous regardent, imaginez un candidat qui dirait le catholicisme n'a pas sa place en France. Je ne parle pas des catholiques. Vous diriez, oulala, qu'est-ce qu'il va faire exactement quand il sera aux affaires? Il va fermer les églises? Il va expulser les curés? Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Si son propos est effectivement d'expulser les curés et de fermer les églises, alors dans ce cas-là, ça pose un vrai sujet. C'est-à-dire que si son propos n'est pas du tout de faire ça, alors dans ce cas-là, à quoi ça sert de le dire? Vous voyez? Parce que vous pouvez avoir un catholique modéré qui va jamais à la messe, qui n'est pas spécialement croyant, il est croyant culturel. Et puis quand on lui dit, quand il comprend qu'on va s'attaquer à son église ou qu'on va... le type il dit, mais non, je vais résister, je vais prendre les armes, moi je connais beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sont très bouffeurs de curés, mais quand on s'attaque à leur église, ils sont les premiers à se mettre devant. Vous avez la même chose chez les autres religions. Vous avez plein de musulmans qui ne vont pas spécifiquement à la mosquée, mais si demain on leur donne l'impression qu'ils sont un ennemi à abattre, et vous leur demandez de se positionner, vous aurez le Liban. À la fin, vous avez les chiites avec les chiites, les sunnites avec les sunnites, les maronites avec les maronites. C'est ça la libanisation. Alors, au-delà des aspects d'immigration, culture, d'islam, de religion, dont on a vu les divergences, vous venez de les exposer, on a également les fameux 90%, autre aspect sur lequel vous êtes en accord, en tout cas c'est ce que vous écrivez dans votre tribune. Économiquement, on a un Zemmour qui paraît assez libéral. Retraite 65 ans, allègement des normes, allègement des cotisations sociales et patronales. Donc ça semble assez compatible, entre guillemets, avec une vision partagée économique par une majorité des candidats des Républicains, quand on regarde leur programme dans les primaires. Peut-être pas vous, vous allez nous dire. Est-ce que, sur ces aspects-là, quand même, où on sent qu'il n'a pas la maîtrise la plus absolue de ces sujets, justement, est-ce qu'il ne serait pas plus facile de l'attaquer là, plutôt que sur les thèmes qui le renforcent, on va dire, typiquement l'immigration et l'islam? Alors d'abord, quand je dis 90%, je suis d'accord avec 90% de son diagnostic. Le constat qu'il fait, peu de choses près, voilà, il faut être lucide. Après, sur les propositions, parce que sur les propositions, c'est différent. Par exemple, sur son programme économique, il faut à un moment donné se poser la question. On sort d'une crise. On a aujourd'hui des classes populaires qui sont, je dirais, écrasées finalement entre un système d'État-providence qui nourrit l'inactivité et de l'autre côté, je dirais, la patrimonialisation de la richesse qui fait que ceux qui sont nés avec une cuillère en argent finissent avec une cuillère en or et ceux qui sont nés avec pas de cuillère du tout, c'est très compliqué par leur travail de s'en sortir. Donc, est-ce que c'est le discours qu'on doit tenir, c'est la potion amère? Est-ce que c'est Fillon 2017? Déjà, je n'étais pas convaincu en 2017. J'étais resté neutre. Donc, je ne suis pas certain qu'on doive le faire en 2022. Et je l'ai dit d'ailleurs aux candidats, lorsqu'ils ont commencé à dire on va supprimer 200 000, 250 000, qu'il faille réduire la fonction publique, forcément, je suis plutôt d'accord. Qu'on doit se donner un objectif, c'est stupide. Pardonnez-moi, mais qui peut dire s'il faut supprimer 100 000, 200 000? Et puis, vous allez dire à des fonctionnaires que votre seul objectif dans la vie, votre seule vision de l'État, c'est de considérer que c'est de la mauvaise graisse? Il n'y a pas de réflexion sur la mission, sur le périmètre, surtout quand on sait que c'est dans les collectivités locales qu'on a les doublons. Donc, je trouve, si vous voulez, qu'effectivement, on pourrait attaquer Éric Zemmour sur l'économie, mais sur l'économie, il est assez classique, en fait, pour l'instant. Il est assez proche d'une ligne de Ciotti. Mais nous-mêmes, en interne aux Républicains, nous devrions d'abord trancher entre une vision libérale et une vision plus sociale. Ce qui ne veut pas dire une vision socialiste. Ce qui ne veut pas dire savoir faire des réformes là où il faut.
mais pas donner comme seul et unique horizon à la politique l'idée qu'on est là en fait pour aider ceux qui en ont le moins besoin. Parce que c'est ce qu'a fait Macron pendant 5 ans. Alors, c'est intéressant, je fais juste une parenthèse par rapport à... On met de côté un peu Zemmour. Quelles seraient les mesures sociales que pourrait proposer la droite? Parce qu'en effet, c'est pas sur ces thématiques-là qu'on l'entend le plus. Vous en voulez combien? Oh, donnez-en moi autant que vous en voulez. Allez, premièrement, modification du calcul du plancher des retraites et des allocations sociales. Au lieu de regarder le revenu nominal, de se battre en disant je veux mettre la retraite à 1 000 € ou je veux garantir un RSA à tel niveau. Considérant que vous avez les dépenses d'énergie, de transport, d'alimentation, qui sont des dépenses imposées en fait, qui sont en train d'exploser, eh bien vous vous engagez sur le reste à vivre. Vous dites aux Français des classes populaires et moyennes, à la fin de l'année, quand vous faites votre déclaration, si vous avez un reste à vivre après imputation des dépenses de transport d'énergie en dessous de ceci, eh bien moi je vous viendrai en aide. Je vous viendrai en aide. Et donc vous êtes par rapport à un seuil de pauvreté. Vous voyez, vous faites en sorte que réellement les gens se retrouvent avec un reste à vivre qui leur permette de vivre. Deuxièmement, ceux qui décident d'héberger un ancien, leurs parents. Vous créez l'équivalent du quotient familial, mais pour les aînés. C'est ce que j'appelle le quotient solidarité aînée. Vos revenus baissent, ce qui fait qu'on n'ira pas charger les EHPAD. Troisième mesure sociale, vous avez quand même la question de la participation. Aujourd'hui, vous avez des gens qui disent qu'il faut augmenter les salaires. Et ceux qui disent non, il faut baisser les charges. Baisser les charges, ça veut dire assécher la sécurité sociale. Augmenter les salaires, ça veut dire être moins compétitif. Alors comment on fait pour donner du pouvoir d'achat? Je ne suis pas d'accord avec le fait de donner des primes, des chèques, etc. Parce que l'un des vrais sujets, c'est que si vous, demain, je vous dis, voilà, je vous augmente, l'État va vous donner 100 € par mois. Vous ne cotisez pas sur ces 100 €. Donc vous allez vous habituer avec un pouvoir d'achat de 100 € de plus. Puis après, le prochain gouvernement vous dira 200. Et puis dans 10 ans, ce sera 300, 400. Quand vous allez arriver à la retraite, on ne va pas calculer votre retraite par rapport à votre pouvoir d'achat réel. On va faire comme pour les fonctionnaires. On va enlever ces primes et on va regarder votre vrai salaire. Et donc vous allez risquer de passer de X à la moitié de X, voire 40% de X, en enlevant, je dirais, dans le calcul Donc on va créer des futurs retraités pauvres. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'engage véritablement, c'est ce qu'a proposé Oser la France, pour une participation des travailleurs. Ça vous dit aux entreprises, on vous abaisse massivement l'impôt sur les sociétés si vous faites rentrer au capital vos salariés. Je parle des grosses entreprises. De telle manière à ce que les salariés de ces entreprises, et ça va de pair avec la réindustrialisation, eh bien, payent. Effectivement, vous avez peut-être 12 mois de salaire, et vous en avez 3 ou 4, et pas 1 ou 1,5, 3 ou 4 qui viennent de l'argent des dividendes, le partage de la valeur ajoutée. Voilà quelques mesures sociales. Alors, dans ces mesures sociales, il y a un point sur lequel vous auriez pu vous exprimer, et vous allez pouvoir vous exprimer, parce que je vais quand même poser la question, le protectionnisme. Aujourd'hui, vous dites, notre vrai problème, c'est d'avoir perdu le contrôle de notre pays. Alors, première question, c'est au profit de qui? Alors, est-ce que c'est un lien avec l'Europe? Vous allez nous préciser. Et le protectionnisme, vous l'appelez de vos voeux dans l'une des 15 propositions que vous avez faites à chacun des candidats de la primaire. Et ce protectionnisme, pour vous, est-ce qu'il est européen ou est-ce qu'il est français? C'est un protectionnisme d'équilibre. Moi, je pense qu'il doit être français. Alors, évidemment, ça suppose, pour le coup... Moi, je crois, si vous voulez, à la méthode du bras de fer. Vous dites aux pays européens, voilà, nous, on considère que c'est pas normal, que finalement, le paquet de riz, qui d'ailleurs émet du CO2 et qui est importé de l'autre bout du monde, se retrouve au même prix que le paquet de riz fait en France. C'est pas normal. Donc, on va mettre des barrières. Voilà, un protectionnisme d'équilibre, c'est-à-dire en fait on va rétablir les termes de l'échange. On va faire en sorte que votre paquet de riz ou votre tomate arrive à un prix qui soit le prix réel lorsqu'on a réintroduit les critères écologiques et sociaux. Et là, deux choses l'une. Soit les pays européens disent non, nous on ne veut pas faire la même chose, et dans ce cas-là vous le mettez en œuvre. Alors là pour le coup ça crée une vraie crise. Fort à parier que les autres vont dire non, vous ne pouvez pas faire ça, sinon c'est la mort de l'Union européenne. Et là on négocie. Et on aboutit peut-être à quelque chose qui est moins ambitieux, mais qui est une ébauche, parce qu'il vaut mieux commencer bas. Et vous rétablissez un mur autour de l'Union européenne de protectionnisme d'équilibre. Ça aurait plus de sens, si vous voulez, qu'au niveau français. Maintenant, vous avez un problème aussi du marché interne.
intérieur. Moi, je suis dans un département, le Vaucluse, où la concurrence italienne et espagnole a complètement, je dirais, laminé nos productions locales. Parce que nous avons les mêmes normes, mais pas la même administration pour les évaluer. Et parfois pas la même flexibilité, d'ailleurs, pour l'usage de certains produits phytosanitaires. Et justement, dans cette campagne des primaires républicains, pour élire le candidat des Républicains, sur les questions, on va dire, régaliennes, de justice, d'immigration, il y a eu pas mal de propositions qui ont été faites, même d'énergie, je pense à Valérie Pécresse notamment, la question du nucléaire. C'est plus Xavier Bertrand que Valérie Pécresse sur le nucléaire. Alors, de mémoire, elle disait quand même qu'elle voulait construire des centrales. En fait, elle veut faire plutôt le 50-50, un peu comme Emmanuel Macron. Ce qui sous-entend tout de même de construire des centrales pour y arriver. Le rapport, oui, Xavier Bertrand veut aller au-delà en matière nucléaire avec 10 EPR. C'est ça. Alors, comment... Alors là, je vais poser une question, vous allez me répondre si vous pouvez, mais comment, en tant que militant, en tant qu'électeur qui vous regarde, comment peut-on croire un Michel Barnier qui se met à critiquer l'Europe, alors qu'il a quand même vécu de l'Europe à de multiples occasions, un Xavier Bertrand qui se refuse à employer le terme protectionnisme, qu'il a bien dit dans le dernier débat, il a dit « je refuse d'employer ce terme », alors qu'il proposait des mesures qui pouvaient y correspondre. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un fond derrière assez surprenant. Une Valérie Pécresse qui parle du nucléaire, certes, vous l'avez précisé, avec la fameuse part de 50% d'énergie électrique dans le mix, mais qui elle-même, en tant que présidente de la région Île-de-France, disait qu'elle ne voulait pas de nucléaire dans son mix énergétique. Comment peut-on croire ces personnes qui... Et là, je reprends une blessure plus ancienne, cette génération qui a finalement enterré aussi le référendum de 2005. Quelle crédibilité peut-on accorder à cette génération ? C'est une vraie question. La question, c'est quel pardon on peut accorder à des gens qui se sont trompés ? Et est-ce qu'on considère que, quand quelque chose a été dit, plus jamais on peut changer d'avis ? Moi, je raisonne différemment. Je me dis, est-ce que j'ai envie qu'Emmanuel Macron fasse un deuxième mandat ? Non. Quel candidat peut gagner contre Emmanuel Macron ? Si j'en crois les sondages, uniquement un candidat des Républicains. Je me permets juste de rebondir. Si c'est enlever Macron pour quelqu'un qui fait une politique peu ou prou similaire à celle d'Emmanuel Macron... Ça n'a aucun intérêt. Mais nous, ils sont venus devant Oser la France, nous avons déposé nos 15 propositions. Force est de reconnaître qu'ils l'ont fait, si vous voulez, enfin, ils se sont beaucoup rapprochés de ces positions. Et donc, à un moment donné, vous savez ce que vous perdez, Emmanuel Macron, vous espérez que vous gagnerez. Bon, avec des gens qui sont normalement, naturellement, sur certains sujets, plus conservateurs que vous. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a des sujets sociétaux, etc. Bon. Donc moi, je fais le pari, si vous voulez, qu'on gagnera au change. Et que ce sera quand même plus facile de peser sur la politique d'un nouveau président issu de ma famille politique que sur Emmanuel Macron. Après, dans les arguments que vous avez donnés, c'est pas exactement, je dirais, les mêmes faiblesses. Dans le cas d'un Xavier Bertrand, il n'utilise pas le mot, mais il propose quand même la chose. Peut-être parce qu'il a compris que dans un monde de communication, dès qu'il y a des mots piégés, donc dès que vous utilisez protectionnisme ou souveraineté, pouf, vous vous retrouvez dans une case. Michel Barnier, effectivement, c'est le chemin de Damas. Il explique aussi par le Brexit. Et on peut comprendre qu'il ait eu très peur en tant qu'Européen en voyant le Brexit. Voilà, donc je crois qu'il faut aussi... C'est tout le mystère de la politique, c'est que quand vous élisez quelqu'un, vous ne savez pas ce qu'il va faire. Jamais. Vous êtes obligé de le croire à sa bonne mine et à son esprit de conviction. Je ne peux pas me mettre à la place des électeurs, c'est à eux de trancher. C'est pour ça qu'on fait un vote. J'ai évidemment in pectore, je dirais, mon choix, que je révélerai en temps utile, et je ferai un choix de vote. Voilà, mais c'est vrai que, à titre personnel, je cherche toujours le plus efficace et surtout le plus sincère. D'accord. Alors, nous arrivons au terme de cet entretien. Je vais vous poser une dernière question. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, d'ailleurs. Avec un Emmanuel Macron qui semble, on le voit bien se dessiner, axer sa campagne sur la présidence du Conseil de l'Union européenne, s'en servir. Finalement, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec une campagne, et l'éclosion d'Éric Zemmour pourrait y correspondre d'ailleurs, entre souverainistes et européistes ? D'autant que Emmanuel Macron veut utiliser pour sa campagne électorale l'Europe, puisqu'il a prévu des conseils des ministres européens délocalisés, ce qui va permettre d'avoir, payé par l'Union européenne,
le grand cirque Macron qui passera dans votre ville. Donc je pense que les Lituaniens, les Lettons, les Allemands vont être contents de venir faire la claque pour Emmanuel Macron. Effectivement, je crois que, d'ailleurs, c'est le point positif de toute cette affaire, qu'un Michel Barnier propose un moratoire, qu'un Éric Ciotti propose une révision de l'article 55, qu'un Xavier Bertrand propose un lit de justice, c'est-à-dire la possibilité pour le Parlement de s'exempter d'une norme supérieure, si le Parlement le souhaite. Tout ceci montre quand même que les mentalités ont évolué, des choses qui n'auraient jamais été présentées. Et donc, de toute façon, je crois que, bon, c'est ce que je dis à mes amis républicains, s'ils choisissent d'être dans le camp, on va dire, de ceux qui ne veulent rien faire, les gens préféreront toujours l'original à la copie. Ça n'a d'intérêt que parce qu'on est un changement, une alternative radicale. Sinon, quel horizon on donne aux Gilets jaunes qui s'est fait tirer dessus pour rien pendant les événements? Quel avenir on donne à celui qui a été suspendu parce qu'il ne voulait pas se faire vacciner? Quel avenir on donne à tous ceux qui, effectivement, ont été très déçus par le reniement de la France sur le référendum? La seule manière de sauver la démocratie, c'est de remettre le peuple au cœur, c'est-à-dire de lui faire confiance et de le responsabiliser. Je suis content de voir le retour du référendum. Alors moi, contrairement à Emmanuel Macron, je ne suis pas un prophète. Je ne vois pas l'avenir. Je sais simplement que si on pense qu'Emmanuel Macron est nocif dans sa politique et parce qu'il fait des zigzags et qu'il ne respecte pas grand-chose, si on considère qu'il est mauvais pour ce pays, alors il est d'intérêt général de faire un choix qui sera peut-être pas exactement le choix rêvé, peut-être pas le modèle radical ultime, mais qui sera toujours quand même beaucoup plus proche de ce qu'on pense qu'Emmanuel Macron. Bien, écoutez, nous verrons qui vont choisir les électeurs. Alors, nous arrivons au terme de cet entretien. Donc, merci Julien Aubert. Merci d'avoir répondu aux questions de Front Populaire. Et puis à voir quel candidat nous offrira la primaire des Républicains. Nous verrons. C'est pas une primaire, paraît-il.